parti. Allez, hop. Oui, Michel. Attends, je repars sur ma page. J'y vais. Après, je vais m'asseoir à côté de toi. Donc, bonsoir à tous et merci d'être venus ce soir. Donc, nous avons des intervenants de qualité, donc pour des personnes de qualité. Alors, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Pierre Stambul, qui est auteur et porte-parole du collectif Palestine en résistance de l'Union juive française pour la paix et qui abordera avec nous ce soir la question « Comment on en est arrivé au génocide actuel ?» À côté, nous avons Avi Melka, militante au Tzedek, qui est un collectif juif décolonial créé en juin 2023 pour lutter contre le racisme d'État en France et pour la fin de l'apartheid et l'occupation d'Israël-Palestine. À côté de Avi, nous avons M. Lazare Groen, qui est auteur d'essais, dirigeant média, fondateur de la radio Vitamine et Gush TV, et qui est actuellement président associatif de la radio Jam. Il abordera avec nous ce soir le sujet sur les médias, la propagande ou des informations. Et nous sommes heureux aussi d'accueillir les porte-paroles des collectifs Palestine, donc Myriam Guedjali pour représenter Arles, Adil Fajri pour représenter Istres et Thierry Douchon pour représenter Martigues, qui partageront avec nous leurs expériences et leurs actions. Donc je laisse la parole à M. Bonsoir à toutes et à tous. Quelques tout petits mots de présentation. L'Union juive française pour la paix existe depuis 30 ans maintenant. Au début, sur la position pas de crime en notre nom. Mais voilà, la réalité est absolument terrible. Les mots qu'il faut mettre sur cette guerre, c'est crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, génocide. Donc l'UJFP s'est engagée, elle est une composante juive dans le mouvement de soutien aux droits du peuple palestinien. Nous sommes une association juive antisioniste parce que pour nous, le sionisme, c'est pas seulement un crime contre les Palestiniens, c'est une injure à notre histoire, à notre mémoire, à notre identité. Et nous faisons partie de BDS France, boycott des investissements sanctions. Nous sommes pour un boycott total de l'État d'Israël tant qu'il ne respectera pas le droit international. J'ajouterai que je suis allé 2 fois à Gaza, en 2013, en 2016, et je terminerai un petit peu mon intervention en vous parlant de Gaza et de la situation actuelle, du génocide actuel qui est en cours. Personnellement, comme les propos que je vais tenir vont être sans équivoque, je suis fils de résistants communistes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ma famille maternelle a été totalement exterminée, sauf ma mère. Et mon père faisait partie du groupe Manouchian, qui vient d'être panthéonisé, et a été déporté à Buchenwald. Alors je vais essayer de commencer en répondant à des fausses idées qu'on peut avoir sur cette guerre. J'emploie pas le mot conflit, parce que voilà, c'est pas un conflit, c'est un génocide actuellement. Et puis c'est pas une guerre contre le Hamas, c'est une guerre contre le peuple palestinien. Première idée, est-ce que la présence des Juifs en Palestine, pour y faire un État, est-ce qu'elle est légitime? On sait que les sionistes disent, après 2000 ans d'exil, les Juifs rentrent chez eux. Historiquement, cette idée ne tient pas. La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre religieux, mais plusieurs épisodes qui y sont mentionnés n'ont pas été. En particulier, la conquête sanglante de Canaan par Josué, qui est le livre de chevet des colons pour dire Dieu nous a donné cette terre, elle n'a pas existé. Les Hébreux étaient un peuple autochtone, ils ne se sont pas conquis eux-mêmes. Le royaume unifié de Salomon et David, que les sionistes auraient censé reconstruire, rebâtir, à l'époque de Salomon et David, Jérusalem était un petit village. Ce que dit par contre l'histoire et l'archéologie, c'est que cette terre a toujours été une terre de mélange où des peuples différents, avec des dieux différents, ont toujours cohabité. Et la dernière idée fausse, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ, quand le deuxième temple est détruit par les Romains. Les sionistes disent les Juifs se sont répandus partout en Méditerranée et nous serions leurs descendants. C'est infirmé par l'histoire.
La majorité des Juifs sont des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions. Et les descendants des Juifs de l'Antiquité sont essentiellement les Palestiniens. Donc la théorie de l'exil et du retour, celle qui a été avancée, elle est fausse. La deuxième idée, est-ce que le sionisme est une réponse à l'antisémitisme? Oui et non. Oui, c'est une réponse à un antisémitisme qui est devenu complètement hégémonique en Europe à la fin du XIXe siècle, mais c'est la pire des réponses. C'est-à-dire que le sionisme décide dès le départ non pas de combattre l'antisémitisme, mais de s'appuyer sur lui pour faire partir les Juifs d'Europe. Le sionisme, Théodore Herzl, qui l'a fondé, était un ami de tous les antisémites de l'époque. Il est allé les voir les uns après les autres en leur disant « Votre intérêt et le mien, c'est le même que les Juifs quittent l'Europe ». Il y avait dès cette époque-là un courant dans le monde anglo-saxon qui s'appelait les chrétiens sionistes. Pour les chrétiens sionistes, les Juifs devaient retourner en Terre Sainte, chasser le mal, Armageddon, c'est-à-dire les Arabes, puis se convertir à la vraie foi, sinon ils disparaîtraient. Ce courant protestant antisémite existe aujourd'hui. Ils sont 90 millions aux États-Unis, mais il existait dès la création du sionisme, et c'est un chrétien sioniste qui va donner la Palestine aux sionistes. C'est Arthur Balfour, celui qui va faire la déclaration Balfour. Pour les antisémites du début du XXe siècle, les Juifs étaient des colons asiatiques, les Juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe, mais s'ils partaient en Palestine, ils devenaient des colons européens en Asie. Et le sionisme a encouragé le départ des Juifs. Par contre, la grande majorité des Juifs, jusqu'en 1940, n'étaient pas sionistes, voire étaient antisionistes. Il y avait les religieux. Là aussi, je vous enlève une idée fausse. Est-ce que c'est pour des raisons religieuses qui se passe aujourd'hui, la tragédie qu'il y a? Pendant très longtemps, la religion juive, majoritairement, était une religion non territorialiste. On pouvait étudier la Torah, commenter le Talmud n'importe où. On n'avait pas besoin d'un territoire. Et même pour ces juifs, les harédim, les orthodoxes, la majorité pensait que tant que le Messie n'était pas revenu, il était interdit aux Juifs de retourner en Terre Sainte. Ils étaient en exil et ils devaient se soumettre à la punition que Dieu leur avait donnée. Pour cette majorité religieuse jusque dans les années 60, l'an prochain à Jérusalem, ça voulait dire nos pensées vont vers Jérusalem, comme celles des musulmans vont vers la Mecque, et le peuple élu, ça voulait dire celui qui a le plus de devoirs et pas celui qui a le plus de droits. Donc ces juifs religieux seront pendant très longtemps opposés au sionisme. Il y aura même une pétition quasiment unanime de tous les rabbins allemands contre le premier congrès sioniste qui devait se dérouler initialement en Allemagne et qui aura lieu finalement à Bâle. Également, au moment de la création du sionisme, la majorité des juifs du monde entier vivent dans un seul pays, c'est l'Empire russe. Dans l'Empire russe, le tsar a entamé une politique de pogrom, de massacre systématique contre les juifs pour endiguer la montée du mouvement révolutionnaire. Et de nombreux juifs vont abandonner la religion et s'engager dans des partis progressistes ou révolutionnaires. Je suis descendant un petit peu des juifs de cette époque. Et bien sûr, pour ces juifs progressistes, la question, c'était la révolution sur place, c'était l'émancipation sur place et à travers l'émancipation des juifs, l'émancipation de l'humanité. Et il n'était absolument pas question de partir dans un autre pays. Également, chez les juifs occidentaux, ceux de France, ceux d'Allemagne, ceux d'Angleterre, ils avaient déjà conquis à l'époque un certain nombre de droits citoyens et pour eux, la question, c'était de continuer leur intégration dans des sociétés qui les avaient longtemps rejetées mais qui commençaient à les accepter et donc il n'était pas non plus question de partir. Donc le sionisme s'est créé contre les juifs, en tout cas contre la grande majorité des juifs, en disant que la seule solution, c'était de partir.
Le sionisme est un colonialisme, mais un colonialisme assez particulier, à la différence du colonialisme français en Algérie, par exemple, ou du colonialisme britannique. Il ne visait pas à exploiter la population autochtone, il visait à la remplacer et à l'expulser. Et pratiquement, dès le début, les institutions sionistes qui se créent en Palestine sont des institutions exclusivement juives et qui ont pour but d'expulser les Palestiniens. La Banque coloniale juive, 1898, le Fonds national juif, celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens, 1901. Donc vous voyez qu'on est 40 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, mais que déjà le projet de les expulser existait. Il y a peut-être, sans doute, ici dans cette salle des syndicalistes. J'en profite pour dire que c'est une gauche, et une gauche syndicale, mais une gauche colonialiste, qui va créer les institutions qui vont expulser le peuple palestinien de son propre pays. Les sionistes créent en 1920 l'Histadrout, le syndicat sioniste, dont l'article numéro 1 des statuts, c'est la défense du travail juif. Ce syndicat est interdit aux Palestiniens. Ce syndicat va créer les kibboutz, mais les kibboutz, ce n'étaient pas des instruments de socialisme, c'était des instruments de conquête, c'était des instruments qu'on a mis là où il y avait une forte population palestinienne, aux frontières, en Galilée, autour de Gaza. Et aujourd'hui, les kibboutz sont cotés en bourse, sont privatisés et fabriquent des munitions et des gilets pare-balles. Donc même cette expérience-là, elle a tourné court. C'est l'Histadrout dans les années 1920-1930 qui va créer toutes les compagnies qui vont former l'État d'Israël. La compagnie des travaux publics, la compagnie des bus, la compagnie de navigation, les grandes banques, les grandes assurances, la Haganah, donc la future armée qui est créée sous mandat britannique dès 1920, et l'agence juive qui est chargée d'installer les premiers immigrants. Donc le sionisme, c'est un colonialisme de conquête et de remplacement. C'est un nationalisme, et c'est un des pires nationalismes. Il a copié sur les nationalismes européens la notion meurtrière de l'État ethniquement pur. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe aujourd'hui à Gaza si vous n'avez pas dans cette idée que dès le début, le projet, c'était de créer une société entièrement juive pour les Juifs et où les Palestiniens, et on ne les appelait même pas les Palestiniens, on disait les Arabes, étaient dès le départ des intrus. Ce nationalisme va être combattu par les Palestiniens très tôt, parce que les Palestiniens étaient un peuple très accueillant. Ils avaient la conscience qu'ils étaient les gardiens des trois religions monothéistes. La population palestinienne a été à peu près stable pendant plus d'un millénaire, un peu plus de 80% de musulmans, un peu plus de 10% de chrétiens et environ 5% de juifs. Les trois religions monothéistes vivaient en bonne entente, mais quand ils voient à partir des années 20 que les nouveaux colons qui s'installent ne s'installent pas de façon pacifique, mais s'installent pour conquérir le territoire et pour expulser les autochtones, les premières révoltes vont commencer. Il y aura une première révolte en 1920, une beaucoup plus sérieuse en 1929, notamment à Hébron, et une véritable guerre en 1936, où les Britanniques et la Haganah vont tuer 12 000 Palestiniens et expulser la plupart des élites. Autre question que je pose, par rapport aussi aux solutions auxquelles on peut penser, est-ce qu'il existe une gauche sioniste ? Je pourrais dire, est-ce qu'il existe une gauche de l'apartheid ? Évidemment non. Ce qu'on appelle la gauche sioniste, c'est le courant social-démocrate qui est devenu majoritaire dès 1920 parce qu'il était impossible de conquérir la Palestine de façon individuelle. Il fallait une conquête collective. Il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel ce courant n'a pas trempé. Il a déjà en 1933, il signe un accord avec les nazis qui viennent de prendre le pouvoir en Allemagne, les accords de Havara, les accords de transfert qui vont permettre l'émigration de 60 000 juifs allemands riches, les pauvres, ils pouvaient crever ailleurs. Mais il y avait tout un mécanisme qui brisait le blocus de l'Allemagne nazie
et qui faisait que la plupart des fonds de ces nouveaux immigrants étaient bloqués en Allemagne. C'est cette gauche sioniste avec Ben Gurion qui va réaliser en 1948 la Nakba, la catastrophe. Il n'y a plus de débat historique sur la Nakba. C'était un nettoyage ethnique prémédité. Il y avait un déséquilibre des forces absolument évident. Et il y a quand même eu 28 000 morts du côté palestinien. Et les 10 à 15% de Palestiniens qui ont échappé à l'expulsion ont été quelque part des miraculés, parce que le plan d'Alet, c'est la lettre D en hébreu, prévoyait leur expulsion à tous. C'est également la gauche sioniste avec Moshe Dayan qui est à la manœuvre lors de l'attaque impérialiste contre l'Égypte en 1956, avec déjà l'occupation du Sinaï et de Gaza. C'est toujours la gauche sioniste qui prémédite la conquête de 1967. Ce n'est pas l'extrême droite qui a commencé la colonisation de la Cisjordanie, c'est un ministre dit socialiste, Yigal Allon, et c'est bien les plans d'Yigal Allon qui s'appliquent aujourd'hui avec la colonisation de Jérusalem-Est, de toute une partie de la vieille ville, de la vallée du Jourdain, de Beit Omar et de bien d'autres lieux. Tout ça, ça a commencé dès 1967. Sur la droite sioniste, on a souvent l'idée que les fascistes qui sont au pouvoir en Israël, c'est un phénomène récent. Détrompez-vous, ce courant, moi je ne les appelle pas d'extrême droite, je les appelle fascistes, il existe depuis un siècle. Il y a eu, dès 1920, une scission dans le mouvement sioniste, un courant qui est apparu, qui s'appelle lui-même les révisionnistes, dont le dirigeant historique était Vladimir Jabotinsky. Ce courant était un admirateur des régimes fascistes. La radio des révisionnistes était en Italie, à Civitavecchia. Et le Betar, le groupe armé créé par ces fascistes-là, faisait des entraînements dans l'Italie de Mussolini à la fin des années 30. De ce groupe-là sont nés des groupes qui ont commencé à tuer systématiquement les Palestiniens. L'Irgun de Menachem Begin, qui sera plus tard Premier ministre d'Israël, est créé en 1931. Le groupe Stern, ou Lehi, qui est une scission de l'Irgun, est créé en 1939. Quand, en 1939, l'Angleterre arrête l'émigration juive parce qu'elle ne veut pas se mettre les peuples arabes à dos au moment où la guerre est en train d'éclater, le groupe Stern va déclarer la guerre en Angleterre et va assassiner des soldats britanniques pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Le groupe Stern, son dirigeant était Yitzhak Shamir, qui sera plus tard Premier ministre d'Israël pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans, Israël a eu un Premier ministre qui a été un collabo, parce que pour moi, assassiner des soldats britanniques quand l'extermination des Juifs battait son plein, c'est un acte de collaboration. Ces groupes d'extrême droite vont commettre de nombreux assassinats après la Deuxième Guerre mondiale. Parmi les plus fameux, il y a l'attentat contre l'hôtel King David en 1946, il y a l'assassinat du comte Bernadotte en 1948, et ils vont activement participer aux crimes de guerre commis pendant la Nakba, notamment l'assassinat de 250 villageois de Der Yassin, tout près de Jérusalem. Mais cette droite était très minoritaire au moment de la création de l'État d'Israël en 1948. 30 ans plus tard, elle prend le pouvoir, elle ne va quasiment plus le lâcher. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite a conquis tous les secteurs de la société israélienne. Elle a conquis les colons, c'était assez logique, vu l'idéologie des colons, qui était de voler la terre des Palestiniens. Elle a conquis les religieux, c'est le résultat de la guerre de 1967. La seule secte qui était à la fois religieuse et sioniste, c'était les disciples du rabbin Kook, va devenir majoritaire après la conquête de la Cisjordanie en 1967. Et ces colons fous de Dieu qui disent Dieu a donné cette terre au peuple juif, ils deviennent écrasamment majoritaires aujourd'hui. Et avec eux, il n'y a plus aucune négociation qui est possible puisque ce sont de véritables intégristes. L'extrême droite a conquis la majorité dans l'armée, ce qui n'était pas le cas au début. Les militaires, c'était des rabbins, des Dayan, des Allon, qui n'étaient pas du tout religieux. L'extrême droite a conquis la majorité chez les Russes.
et elle a conquis la majorité chez les juifs séfarades et misrahim, les juifs venus du monde arabe, qui ont été extrêmement discriminés et victimes de racisme à l'intérieur de la société israélienne et qui se sont mis à voter pour l'extrême droite. Israël n'est hélas pas le seul pays où les pauvres votent à l'extrême droite. Donc aujourd'hui, cette extrême droite, elle est complètement hégémonique. Les contradictions internes de la société israélienne, religieux contre laïcs, séfarades contre ashkénazes, russes contre tous les autres, colons contre juifs européanisés, ça se passe à l'intérieur de l'extrême droite et il n'y a pas d'espoir qu'il y ait une rupture du front intérieur en Israël sur la question palestinienne tant qu'il n'y aura pas de sanctions. Je dis un mot sur Oslo et Yitzhak Rabin. Oslo, ça a été une gigantesque supercherie. Pourquoi ? Parce que la seule chose qui a été signée à Oslo, c'est l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. C'est ce qu'on appelle la coopération sécuritaire, c'est-à-dire que l'autorité palestinienne qui a été créée en 1994 après Oslo a l'obligation d'assurer la sécurité d'Israël et donc se conduit en collaborateur, ce qu'elle continue de faire aujourd'hui, même dans les pires conditions. Par contre, toutes les questions vives posées par la Palestine, qui sont un État, les réfugiés, le retour des réfugiés, l'arrêt de la colonisation, la libération des prisonniers, ça c'est les 4 grandes questions vives de la Palestine. On en a parlé, mais strictement rien n'a été signé. Il y avait un peu plus de 100 000 colons au moment de la signature des accords d'Oslo. Rabin en a installé 60 000 de plus, donc déjà de quelle paix s'agissait-il ? Et il y en a maintenant 900 000. Donc voilà, Oslo, c'est impossible, ça n'aboutit à rien. Si on pose la question, ce qu'était l'espoir d'Oslo, 2 États, je répondrai très franchement que 2 États, ce n'est ni possible ni souhaitable. C'est pas possible parce que si vous allez en Palestine, la première question que vous vous posez, c'est l'État palestinien, on le met où ? Et qu'est-ce qu'on fait des 900 000 colons ? Aujourd'hui, en Cisjordanie, ce sont les villes et les villages palestiniens qui sont encerclés par les colonies. Et ce n'est pas souhaitable parce que le sionisme était une théorie de la séparation. Et maintenir la séparation, ce sera maintenir ce à quoi il a abouti, c'est-à-dire le fascisme. Je vais prendre les dernières minutes pour vous parler de Gaza, donc où j'ai été en 2013 et 2016. D'abord, Gaza, c'est 75% de la population sont des réfugiés. 72% ont la carte de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies, et c'est l'UNRWA qui assure pour Gaza, pour tous les Palestiniens, l'éducation, la santé, l'alimentation. Donc on voit déjà ce que ça peut vouloir dire de supprimer les fonds à Gaza. Gaza est une société qui est incroyablement diffamée. On la dépeint comme une société soit soumise à une affreuse dictature du Hamas, soit des gens en armes et fanatiques. C'est absolument pas ça. C'est une société très éduquée. Il y a 1% d'illettrés à Gaza, contre 35% en Égypte voisine. C'est une société très pluraliste. Quand vous allez dans un taxi collectif, ça discute politique tout de suite. Vive le Hamas, non abat le Hamas, c'est des corrompus. J'ai pu rencontrer les dirigeants de tous les partis politiques de Gaza qui se sont exprimés totalement librement, les uns avec des critiques radicales contre le Hamas avec des critiques radicales contre le Fatah, et puis même des partis qu'on d'habitude on ne rencontre pas, le djihad islamique, le FPLP, le Parti communiste, l'Union démocratique palestinienne, etc. Voilà, ça discute politique énormément, mais surtout à Gaza, il y a une foule d'associations qui font que la société est extrêmement vivante. Des associations qui assurent le préscolaire, le périscolaire, des associations de femmes. Il y a une envie d'éducation énorme alors qu'il n'y a pas de travail. Il y a 100 000 étudiants dans 6 universités, 21 000 diplômés chaque année. Pourtant, l'université coûte très cher.
les gens qui sont sans travail mais qui ont des diplômes mettent toutes leurs compétences au service de la société pour qu'elle ne s'écroule pas, notamment pour que les hôpitaux puissent tenir, pour qu'il y ait une aide psychologique à la population. Nous, l'Union juive française pour la paix, depuis 8 ans, on continue de travailler avec les paysans du sud-est de la bande de Gaza, une solidarité qui a abouti à la construction d'un grand château d'eau, de canalisation, d'une maison des paysans parce qu'ils voulaient être indépendants des partis politiques, d'une grande pépinière solidaire, l'achat d'une voiture qui sillonnait Gaza partout avec écrit en énorme « Union juive française pour la paix », avec un agronome, avec des psychologues qui venaient assurer des formations. Gaza, c'est ça, c'est une société qui veut vivre. Alors je vais dire, pour terminer, quelques mots sur le 7 octobre. On enlève tous les clichés. D'abord, le 7 octobre, ce n'est pas les Juifs qui ont été attaqués, c'est l'occupant. Si on doit comparer le 7 octobre à quelque chose, il faut le comparer à l'insurrection du 1er novembre 1954 en Algérie. Après 120 ans de colonialisme, les Algériens se sont révoltés. Après 76 ans de nettoyage ethnique, 57 ans d'annexion et 17 ans d'enfermement total, Gaza s'est révolté. Je reprends les mots de nos amis anticolonialistes israéliens, c'est une cocotte minute qui a explosé. Et il ne pouvait pas en être autrement. On ne peut pas imaginer qu'on peut enfermer totalement impunément une population comme ça. Ce qui se déroule maintenant à Gaza, c'est très largement un génocide. Ce n'est pas seulement l'extermination de toute une population. Il faut savoir que les dirigeants israéliens, tous partis politiques confondus, ont théorisé l'idée qu'il fallait tuer les femmes et les enfants, et quasiment 70% des morts sont des femmes et des enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont organisé la destruction complète des hôpitaux, et que dans les hôpitaux qui ont été pris d'assaut, notamment l'hôpital Al-Shifa, il y a eu 500 morts, c'est-à-dire ils ont tué un maximum de soignants, ils ont tué systématiquement les journalistes, ils ont tué systématiquement les personnels de l'UNRWA, ils ont assassiné les animateurs des principales associations de Gaza comme We Are Not Numbers. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, organiser la famine, ça fait totalement partie de la définition de génocide. Ce que veulent les Israéliens de plus en plus, en tout cas leurs dirigeants, c'est réaliser une deuxième Nakba, une deuxième expulsion de masse. Je pense qu'ils n'y arriveront pas, mais je pense que les souffrances qu'ont les Palestiniens sont terribles. Nous, à l'Union juive française pour la paix, on a des correspondants qui nous écrivent tous les jours. Je viens de recevoir un nouveau message que je vais traduire ce soir. Mais voilà, ceux qui sont rentrés dans le Nord aujourd'hui sont bombardés. Ceux qui sont enfermés dans des écoles sont attaqués. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent sous la tente. De temps en temps, on arrive à organiser des cantines collectives, mais il faut savoir que les Israéliens ont bloqué des centaines de camions aux frontières qui contrôlent absolument les entrées et les sorties. Donc aujourd'hui, je terminerai par là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Aider le peuple palestinien à ne pas être vaincu. Et aujourd'hui, c'est assurer sa survie. C'est assurer qu'il puisse rester sur place et qu'il puisse, malgré les moments terribles qu'il est en train de subir, qu'il puisse résister. Résister, ça veut dire vivre. Et la deuxième chose, c'est que une des raisons principales de cette guerre, c'est bien sûr l'impunité et la complicité. Israël est soutenu par tous les dominants de ce monde, pays arabes compris. Pourquoi ? Parce que c'est un exemple de reconquête coloniale, parce que c'est un pays aux technologies de pointe, parce que c'est un exemple d'enfermement et de répression contre les populations réputées dangereuses. Et bien entendu, tous les dirigeants de ce monde-là, ça les fait énormément frémir. Israël fabrique les armes les plus sophistiquées et les vend en disant ça marche très bien, on les a expérimentées sur les Palestiniens. Donc ça, ce sont toutes les raisons pour lesquelles ils sont soutenus. L'opinion publique mondiale, c'est différent. Et même en France, je viens de lire un sondage où on voit qu'il y a quand même un bon tiers de la population qui estime que les Israéliens sont en train de commettre un génocide et qu'il faudrait juger les criminels de guerre. Donc une partie du front se joue chez nous, c'est notre capacité à résister,
à multiplier les manifestations, à boycotter Israël, à nous manifester le plus fortement possible au moment des Jeux Olympiques qui vont avoir lieu, au moment de l'Eurovision, à boycotter Carrefour qui a envoyé des colis aux soldats et qui a ouvert des magasins dans les colonies israéliennes en Cisjordanie. Tout ça, c'est faire grandir un mouvement mondial de soutien. Sachez bien que ce qui se passe en Palestine, ils n'exterminent pas seulement, ils sont en train de détruire le droit international et les victimes, ce ne sera pas seulement les Palestiniens, ce sera nous aussi s'ils perdent. Bonjour, bonsoir. Du coup, je m'appelle Avi et je fais partie du collectif juif décolonial Tzedek. Et ce soir, j'avais pensé à lire un résumé de notre manifeste pour présenter le collectif. Donc, nous sommes un collectif de juifs et juives décoloniales luttant contre le racisme d'État en France et pour la fin de l'apartheid et de l'occupation en Israël-Palestine, en rupture avec les discours promulgués par les institutions juives censées nous représenter et par la majeure partie des collectifs juifs antiracistes français. Il est grand temps de faire entendre notre voix et de construire ensemble un front juif antiraciste et décolonial. Pour une parole juive décoloniale, en tant que militante juive décoloniale, nous comprenons à quel point notre société est structurée par son histoire coloniale et raciste. En tant que juifs et juives, nous n'oublions pas que c'est aux États-nations européens que nous devons notre destruction, j'arrive plus, celle de nos histoires et de nos cultures. Aujourd'hui, l'État français et sa politique assimilationniste continuent d'abîmer les juifs et juives, ni trop visibles, ni trop barbares, sommes acceptables à condition de rester des victimes éternelles, pour permettre à l'État de se rêver comme notre protecteur. En réalité, il continue de fabriquer les conditions de notre disparition par son racisme et par son rapport identitaire à la laïcité, la mise en avant d'une prétendue culture judéo-chrétienne et l'association des juifs et juives français et françaises à l'État d'Israël, faisant de nous des citoyens et citoyennes à part. Être juif et juive et le rester est très important pour nous. L'histoire des communautés juives a donné naissance à des rapports multiples au judaïsme, à la judéité et aux non-juifs et non-juives. Cette pluralité s'est heurtée au mur de l'identité blanche des États-nations européens, qui ont fait des juifs l'une des premières figures de l'altérité. Né de cette modernité européenne, le sionisme a fabriqué une version réductrice, anhistorique et ethno-nationale de l'identité juive. Avec le soutien des pays occidentaux, il s'est constitué comme le prolongement du judaïsme, voire comme son incarnation, et a transformé notre expérience de la judéité en France. En faisant du discours religieux un discours nationaliste, le sionisme détruit et déforme les fondements du judaïsme et adopte précisément les structures à partir desquelles les juifs et juives ont été historiquement exclus de la société occidentale, État-nation, colonialisme et race. Tzedek rassemble des juifs et juives de différentes origines, croyants ou athées, aux parcours divers, pour qui la création d'une ethnocratie n'est pas la condition préalable à l'émancipation et à l'autodétermination des juifs et des juives. Notre judéité se décline autour de traditions partagées, de joie, de poursuite de la justice sociale et de la réparation du monde qui repose sur 3 piliers, justice, paix et vérité. Nous voulons nous battre aux côtés de celles et ceux qui luttent contre la violence économique, politique et symbolique que continue d'exercer la France néocoloniale sur le monde, notamment dans les Outre-mer et en Afrique. Les politiques françaises et européennes de l'immigration et le traitement xénophobe des exilés ne sont que d'autres manifestations de la colonialité occidentale. De Calais à Lesbos,
Les frontières, les murs et les barbelés tuent. Et nous nous tenons aux côtés des migrants et des migrantes et des travailleurs et travailleuses sans papier. La lutte contre l'antisémitisme est une lutte pour l'égalité qui s'inscrit aux côtés d'autres combats antiracistes. Nous sommes en rupture avec les institutions étatiques et les organisations qui prétendent combattre l'antisémitisme en le définissant comme un racisme exceptionnel, à part, et en le réduisant à des comportements individuels et anhistoriques. Ce qui devrait être une lutte pour un monde plus juste, partout et pour toutes et tous, se voit instrumentalisé au profit d'une entreprise moralisatrice et trop souvent détournée comme un outil de gouvernance raciste ou de défense du projet colonial sioniste. Refuser d'identifier les forces structurelles qui produisent le racisme empêche la convergence des luttes antiracistes, protège les intérêts de l'État et offre un boulevard à l'autoritarisme. Comme tout racisme, l'antisémitisme contemporain est un phénomène politique. Bien qu'ayant ses spécificités historiques et étant façonné par diverses mutations, il reste un produit du nationalisme et de la suprématie blanche qui nourrit les idéologies réactionnaires. Notre réponse doit donc aussi être politique. Nous refusons de séparer la lutte contre l'antisémitisme des autres combats antiracistes et souhaitons participer à la construction d'un projet politique de justice pour tous et pour toutes. En France et ailleurs, des organisations conservatrices pro-Israël et des institutions étatiques qui prétendent lutter contre l'antisémitisme perpétuent l'amalgame juif égale sioniste, en présentant toute critique du sionisme, de l'occupation ou de l'apartheid israélien comme intrinsèquement antisémite. Nous refusons que la lutte contre l'antisémitisme soit détournée de son objectif égalitaire pour devenir un outil de gouvernance autoritaire qui cible en particulier les musulmans et musulmanes, la gauche et les organisations des droits humains. Nous sommes aussi contre l'islamophobie d'État qui structure aujourd'hui les nationalismes européens, et c'est la figure du musulman qui représente l'altérité et l'intrus. La mémoire collective ne doit pas fermer les yeux sur les analogies entre l'islamophobie actuelle et l'antisémitisme du siècle passé, ni sur la façon dont la fixation sur un islamo-gauchisme imaginaire fait écho au judéo-bolchevisme de la première moitié du XXe siècle. Face au racisme d'État, nous luttons aux côtés de nos camarades ciblés par l'islamophobie. L'État d'Israël est une émanation du colonialisme européen et doit son existence à la dépossession des Palestiniens et Palestiniennes et à la négation de leurs droits. Ni conflit religieux, ni lutte civilisationnelle, mais une situation coloniale en Israël-Palestine. Seul un véritable processus de décolonisation répondra à un objectif de justice et d'égalité. Aujourd'hui, deux blocs aux forces et aux moyens radicalement inégaux s'opposent. D'un côté, un État suprémaciste et colonial qui bafoue le droit international et bénéficie du soutien des puissances occidentales, et de l'autre, une population colonisée, opprimée et dispersée, dont tout acte de résistance est perçu comme illégitime. Nous nous tenons aux côtés des Palestiniens et Palestiniennes et des Israéliens et Israéliennes qui se battent pour l'abolition de ce colonialisme. Le combat antiraciste ne peut être qu'antisioniste. Le sionisme intègre et prolonge les logiques raciales de la modernité européenne. Il cherche à faire des juifs et juives des blancs comme les autres, à les émanciper avec les mêmes mécanismes qui ont fait d'elles et eux des opprimés. Dans ce processus, les personnes juives non européennes ont un statut de candidate à la blanchité, et les Palestiniens et Palestiniennes constituent un corps étranger et non assimilable. Nous ne fermerons pas les yeux sur le racisme de l'entreprise sioniste qui compte aussi des victimes juives, car nous pensons qu'il est important de substituer à la lecture juif-non-juif, discours qui bénéficie au régime israélien, une lecture du rapport colon-indigène. Le sionisme n'est pas un mouvement de libération compatible avec des valeurs dites progressistes. C'est un projet raciste, colonial et ethno-nationaliste dont les liens structurants avec l'antisémitisme sont de plus en plus apparents. Il n'a pas sa place au sein des luttes antiracistes et anticoloniales, ni dans le combat pour les droits humains. Une voix juive antiraciste ne peut être qu'antisioniste. Juifs et juives contre l'apartheid israélien. Nous constatons avec inquiétude que pour de nombreuses personnes juives, le judaïsme et le sionisme ne font qu'un, que les juifs et juives et l'État d'Israël ne font qu'un. Nous pensons au contraire
comme d'autres militants et militantes juifs antisionistes d'hier ou d'aujourd'hui, d'Israël ou d'ailleurs, que la sécurité des juifs et juives, y compris celle des Israéliens et Israéliennes, ne peut passer par la colonisation et l'oppression du peuple palestinien. La colonisation détruit le colon et son humanité. Elle l'expose à la violence conjoncturelle du colonisé, tout comme à celle de son propre système. Tzedek soutient les Palestiniens et Palestiniennes dans leur lutte pour la liberté et pour le respect de leurs droits, notamment à travers la campagne BDS. Tant que le droit à l'autodétermination des Juifs et Juives se fera au détriment des droits individuels des Palestiniens et Palestiniennes, mais aussi de leurs droits collectifs en tant que peuple, il ne sera pas légitime et nous ne pourrons connaître une paix juste. En tant que Juifs et Juives Français et Françaises, nous ne sommes pas responsables de la politique israélienne, mais celle-ci est menée en notre nom. Nous avons donc la responsabilité de la changer. Solidaires de collectifs juifs antiracistes, anti-occupation et antisionistes dans le monde entier, comme de groupes palestiniens et israéliens, notre combat n'est pas solitaire. Il s'inscrit dans un soulèvement international. Merci. On remercie Avi, on remercie aussi Pierre pour votre intervention qui est très instructive. On posera des questions à la fin. Si vous avez envie de réfléchir à quelques questions, n'hésitez pas. Donc là, maintenant, on va passer à M. Lazare Groun, donc, qui va nous parler des médias et de la désinformation et des dérives aussi des médias. Donc, c'est à vous. C'est bon. Groun, j'ai été dirigeant de médias pendant très longtemps. J'ai un petit problème avec le micro, je crois. Il a peut-être plus de batterie. Pardon pour ce petit incident technique. Donc, j'ai été pendant une vingtaine d'années médias et aussi contribué. C'est vraiment particulier comme micro. J'ai aussi contribué au RAPEC, qui est le Rassemblement africain des promoteurs d'événements culturels. Et je suis intervenu à quelques reprises pour l'UNESCO concernant justement le traitement de l'information par les médias. Je souhaitais intervenir aujourd'hui et ça tombe bien parce que, avec ce que j'ai entendu, vous avez dû constater tous que ce qui a été dit notamment par Pierre à mes côtés, ce n'est pas ce qu'on entend souvent dans les médias. Pourtant, il a énoncé beaucoup de faits historiques, d'événements qui sont vérifiables, j'imagine, et ils ne sont pas énoncés, on en entend très peu parler dans les médias. La question, c'est pourquoi ? Alors, on va revenir au début. Vous avez dû remarquer que depuis quelque temps, et je pense que tout le monde ici le sait, les médias sont d'abord des outils de propagande. Propagande commerciale, ils vendent de la publicité, éditoriale, parce qu'ils vendent aussi des conseils, et puis ils vendent des produits, et leurs annonceurs aiment bien avoir une convergence d'opinion entre le support et l'annonceur. Et puis petit à petit, on se rend compte que les médias maintenant veulent imposer le narratif et polariser l'opinion publique. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé le 7 octobre, on l'a vu aussi avec ce qui s'est passé en Ukraine. Vous avez pu constater que si les Russes bombardent un hôpital ukrainien, c'est un crime de guerre. Si Israël bombarde un hôpital palestinien, c'est une réponse à une attaque. Ce n'est pas tout à fait équitable comme traitement. Et là, je parle vraiment des médias et de la responsabilité des médias. Il faut savoir qu'on a fêté, il n'y a pas très longtemps, le centenaire de la manipulation des foules par les médias. Pour votre information, pour ceux qui ne le savent pas, ça a commencé en 1917. Est-ce que parmi vous, des gens connaissent Edward Bernays ? Edward Bernays. Alors, je vais vous présenter ce fameux personnage qui est un des hommes les plus influents du XXe siècle, selon le magazine Times, une des 100 personnalités les plus influentes du XXe siècle, et pourtant on ne le connaît pas. Et c'est celui qu'on a appelé le père de la propagande moderne. Alors, il faut que vous sachiez qu'en 1917, il avait été missionné, il était très jeune, hein, il avait 23 ans ou 24 ans, je crois. Il a été missionné dans le cadre d'une commission qui s'appelait la commission Krill. Et cette commission avait vocation à faire changer d'avis l'opinion publique américaine, parce que l'opinion publique américaine ne voulait pas s'engager dans le conflit de la Première Guerre mondiale en Europe. Le président de l'époque, Woodrow Wilson, s'était fait élire
sur cette promesse de ne pas engager les Américains dans le conflit européen. Mais il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas le choix. Et donc, pour ne pas se désavouer, il a, avec M. Krill, justement, créé une commission qui était composée de psychologues, de spécialistes de la communication, de psychanalystes, de journalistes. Et cette commission avait pour mission, en quelques mois, ils l'ont fait, je crois, en moins d'1 an, de faire changer d'avis l'opinion publique américaine, en convainquant les Américains que c'était un impératif humain, impérieux, de s'engager dans ce conflit pour aller sauver les victimes européennes des grands criminels qui arrivaient de Prusse et d'Allemagne. Ça a plutôt bien fonctionné. Pour ceux qui s'en souviennent, la commission Krill est à l'origine de ce poster de l'oncle Sam qui pointe le doigt disant l'armée a besoin de toi. Voilà. C'est ce genre de choses qu'ils ont faites. Ça a très bien fonctionné. Ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire changer d'avis l'opinion publique en jouant sur sa perception, sur le narratif et sur la polarité, c'est-à-dire qui sont les gentils, qui sont les méchants, de quel côté doit-on se mettre. Alors, chacun aura compris qu'au bout de 100 ans, les techniques ont été sacrément perfectionnées. Les outils aussi. Et vous pourrez constater, si vous vous y attelez un petit peu, que depuis quelque temps, les médias ne cherchent même plus à relater la vérité, ils cherchent simplement à imposer un narratif. Et ensuite, la mécanique qui est mise en place, c'est celle qui consiste à détruire toute opposition, systématiquement. Donc, on traite les gens de conspirationnistes, on fait toutes sortes de choses pour les discréditer. Et on se retrouve petit à petit avec une situation où l'information qui est portée à la connaissance du public n'est pas la bonne information. L'information qui est portée à la connaissance du public est l'information qui est censée l'amener à prendre la décision qu'on attend de lui, afin qu'il soutienne un certain nombre d'actions. Donc, on a entendu tout à l'heure Pierre nous expliquer ce qui se passait en ce moment à Gaza et ce qui se passe depuis un petit moment. Les informations que nous devrions avoir à ce sujet, nous ne les recevons pas. Elles sont déformées systématiquement. Et comme nous arrivons aujourd'hui dans une époque un peu singulière, que les spécialistes militaires qualifient de guerre de l'information, les Américains appellent ça le information warfare, ça signifie qu'aujourd'hui tous les coups sont permis. Donc c'est encore pire qu'hier, ce n'est plus de la manipulation, ce n'est plus de la propagande, c'est véritablement de la désinformation, c'est-à-dire qu'on fabrique de fausses informations et on supprime de vraies informations. Alors, le point qui est le plus important à conserver à l'esprit, avec tout ce qu'on s'est dit et ce qu'on se dira encore après, c'est que si vous partez du postulat, pour les gens qui sont là, que vous allez pouvoir vous forger une opinion en consultant plusieurs médias grand public et que vous allez pouvoir vous forger une opinion éclairée, permettez-moi de vous dire que vous êtes dans l'erreur, vous ne pourrez pas. Parce que les informations qui vous permettraient de vous forger une opinion éclairée, il va vous en manquer au moins la moitié. Et ce sera fait sciemment par des gens qui vont faire en sorte de porter à votre connaissance des informations qui auront vocation à vous amener à basculer du bon côté, ou en tout cas à prendre une position qui soit acceptable par le plus grand nombre, par le groupe. Voilà comment aujourd'hui on procède. La question de fond, et j'aurai bientôt terminé après ça, c'est qui contrôle le narratif? La réponse est assez évidente en ce qui concerne la France. Vous avez une dizaine de familles ou d'individus qui contrôlent à peu près 90% des médias français. Ce qui veut dire que, entre guillemets, nous sommes aujourd'hui conditionnés à suivre la volonté, ou en tout cas les intentions et les projets, d'une poignée d'individus qui contrôlent des médias qui couvrent des millions d'individus. Le seul moyen de sortir de là, c'est ce qui a déjà été dit d'ailleurs, c'est de considérer l'information comme un bien public et de protéger l'information, à ce titre, comme un bien public, à travers des organes qui doivent être, en tout cas au moins pour partie, contrôlés par le peuple, ce qui n'est pas encore le cas. Donc la mobilisation citoyenne qui devrait avoir lieu, à mon sens, et qui devrait avoir lieu pour porter un message utile, devrait être... Alors je ne sais pas s'il y a aujourd'hui des représentants de l'ARCOM, mais en tout cas, je pense qu'elle devrait être tournée vers les autorités de régulation des médias pour les alerter sur la quantité d'informations fausses diffusées sur des médias mainstream qui ne reviennent même pas pour corriger l'information ensuite. Donc si nous acceptons, ils continueront. Ça va être à nous de prendre position pour que
les gens qui partent du postulat que l'information est leur chose et qui vont l'utiliser comme ils le souhaitent pour amener la population à penser comme ils le souhaitent également, il faut absolument qu'il y ait un effet de boomerang, il faut qu'il y ait un effet de retour, de vent contraire, pour qu'ils prennent conscience que la population se rend compte qu'il y a de la désinformation et que les médias qui sont les supports de cette désinformation soient sanctionnés par l'Arcom, ou en tout cas mis en garde et mis en demeure. Voilà. Merci. On remercie monsieur. Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole à Myriam pour faire la parité. Donc Myriam Gedjadi qui représente le collectif Palestine à Arles. Oui, bonsoir à tous. Alors moi, je suis Myriam Gedjadi, je représente le collectif Palestine, Arles pour la Palestine. Et je ne suis pas une experte de la question palestinienne. Je suis une citoyenne, comme beaucoup d'entre vous, et je suis animée aujourd'hui par un sentiment fort d'injustice. Et je ne peux pas rester insensible face à la catastrophe humanitaire à laquelle nous faisons face et qui se déroule sous nos yeux. Alors je suis là pour vous délivrer le témoignage de la création de ce collectif qui est jeune, qui a 6 mois aujourd'hui. Et j'espère que c'est aussi une invitation à vous les Marignanais à créer le vôtre, pourquoi pas ce soir. Alors ça s'est déroulé le 7 octobre, il y a 6 mois, après le temps de la compassion que l'on a eue face aux images que l'on a vues, médias, propagande. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la question elle est intéressante parce que beaucoup même de syndicats n'osent pas encore parler de propagande vis-à-vis des images que l'on a vues. Nous, des militants de gauche sur Arles, on s'est appelés, on s'est tout de suite dit il faut qu'on fasse quelque chose sur Arles. On ne peut pas rester comme ça. Et on avait déjà cette envie de créer une association, un collectif, on ne savait pas trop à l'époque. Et puis c'est vrai que ces événements et les événements qui ont suivi ont été clairement des catalyseurs. Alors on sait que dénoncer l'injustice ou participer à une marche de solidarité, ce sont des rares outils et ils sont précieux. Et ils sont fragiles aussi, on verra pourquoi. Et on les a à disposition pour essayer de changer les choses. Et ça, il faut le garder en tête, car on a le droit de manifester publiquement, pacifiquement, de partager des messages sur les réseaux sociaux. Profitons-en, d'écrire des lettres et de signer des pétitions. Et en fait, sans cela, on serait réduit au silence. Et avec ce silence-là, on entraîne aussi la voix des Palestiniens et Palestiniennes, parce qu'eux aussi, on les réduit au silence si on ne parle pas. Alors, il faut prendre la mesure de ce droit qui est fondamental et aussi de sa puissance et de sa fragilité. Alors, certains diront, et on l'a beaucoup entendu, ça ne sert à rien, à quoi ça sert, tout, voilà. On pourrait dire, si ça ne sert à rien, alors pourquoi tant de gouvernements en Europe ont pris des mesures, on va dire, au départ, dans l'intérêt de l'ordre public, pour restreindre l'expression des manifestants face à la violence à laquelle on est aujourd'hui encore soumis. Et puis après, on a entendu aussi, ils ont employé une technique que l'on connaît bien, c'est l'amalgame. L'amalgame entre le soutien des droits au peuple palestinien et le soutien au terrorisme. On peut mettre en parallèle aussi l'amalgame entre la population, la communauté musulmane et le terrorisme aussi. Alors il faut savoir que ces amalgames-là, ils sont délibérés, ils ne sont pas là pour rien. Et ils sont destinés à quelque chose, c'est instiller la peur et la confusion. Alors la conséquence de cette peur et de cette confusion, c'est que les gens, en fait, ils sont réticents. Et clairement, ils ne soutiennent pas ou ils ont peur de soutenir les droits des Palestiniens, même s'ils trouvent que c'est légitime. Alors dans un tel contexte, certains vous diront qu'il vaut mieux ne rien dire du tout. Pourtant, on peut l'affirmer aujourd'hui, et d'une même voix, tous les collectifs qui luttent contre la colonisation, contre l'oppression, diront tous que le soutien de la population palestinienne, qui subissent aujourd'hui, alors il faut le dire, des bombardements, l'apartheid, l'occupation, les violences quotidiennes qui sont associées, c'est un soutien envers tous les droits humains. Et les droits humains qui soient aussi de la population palestinienne et la population israélienne.
Alors, on le réaffirme, nous, dans le collectif, notre droit à nous opposer, c'est fondamental, à dénoncer et à manifester. Si je reviens sur la création de notre collectif il y a 6 mois, je vais juste illustrer quelques actions qui peuvent être possibles à l'intérieur d'un collectif que nous avons mené et qui peuvent être menées en fonction de vos moyens, qu'ils soient financiers ou humains. Alors, on a commencé, nous, par une projection du film Le Char et l'Olivier, avec la présence de Pierre, qui a généreusement voulu venir. Alors, et là, on s'est aperçu qu'il y avait une réelle attente. 88 personnes et à peu près le même nombre qu'on n'a pas pu accueillir dans la salle. Et on s'est dit, les Arlésiens, en fait, même si on sentait, on ne voyait pas vraiment un engouement pour la cause, mais non, en fait, non, cette question, elle se posait. Peut-être aujourd'hui, sur Marignane, le nombre que vous êtes prouve aussi que la question, elle se pose chez vous et que vous avez cette attente-là d'être dans l'action. Ensuite, on a proposé 2 marches. Une marche qui a réuni, les 2 marches ont réuni au mois de décembre et au mois de janvier dernier à peu près 500 personnes. Alors, j'en profite pour vous dire qu'il y a une prochaine marche. Thierry vous en parlera aussi parce qu'il est collectif Palestine Martigues. Une prochaine marche le 20, ce samedi 20 à 10h à Martigues. Voilà, une marche pour la Palestine, il vous en parlera et ce sera avec la présence de Rima Hassan. Alors, les grandes lignes, nous, qui ont orienté nos choix d'action. Déjà, on avait rédigé un appel. Et un appel, notre appel, c'est clairement un texte d'orientation politique, mais à partisans. C'est-à-dire qu'on voulait un appel anticolonialiste et qui permette un engouement populaire. On a banni volontairement les mots vengeance et punition pour parler des actions des Israéliens, parce qu'on juge qu'il s'agit d'un processus, d'un énième processus qui se veut être une étape supplémentaire dans leur volonté de coloniser et de créer un nettoyage ethnique. Alors, nous avons affirmé clairement notre autonomie par rapport aux partis politiques, aux organisations traditionnelles, même celles qui se veulent nos alliés à gauche. Et notre intention, elle était plutôt de s'éloigner de la stratégie de la collecte, on va dire, des logos sur un appel et de construire, comme je vous ai dit, un mouvement qui se voulait de solidarité, de mobilisation populaire. Il y a des mots qu'on a utilisés qui clairement n'auraient pas fait consensus si on avait demandé la signature de ces organisations politiques, associatives ou syndicalistes. C'est les mots apartheid, nettoyage ethnique, génocide, colonisation, impérialisme et complicité de l'État français. Et comme revendication, c'était un cessez-le-feu immédiat, la fin de la colonisation bien évidemment, et nous n'avons pas parlé des solutions à 2 États, mais d'autodétermination des peuples. Enfin, on pense que le droit à la résistance et à la lutte contre les agressions et les attaques du colonialisme israélien est pour nous, enfin, c'est indiscutable. Que vous dire de plus ? C'est qu'aujourd'hui, avec le collectif, on est attaché à laisser les Palestiniens parler. Donc, on donne la voix aux Palestiniens et aux Palestiniennes et aussi aux personnes qui portent un héritage colonial. Et on essaie de ne pas parler à leur place. Alors, 6 mois après cette création, aujourd'hui, on est 163 membres. Il y en a 41 qui sont actifs dans plusieurs pôles d'organisation. Et on pourrait vous aider aussi à constituer le vôtre. Et ce que nous faisons, ce sont des projections de débats régulières. On a les lundis de la Palestine, les lundis pour la Palestine, un lundi sur 2 sur Arles. Des actions de formation, d'ailleurs Thierry nous a formés aux actions BDS, il va vous en parler. Des marches sur des actions sur du temps court, des marches pour appeler au cessez-le-feu. Et on demande à tenir systématiquement un stand pour la Palestine lors des festivals ou des événements qui ont lieu sur Arles. Et prochainement, un projet, c'est un festival palestinien. Une dernière date que je vais vous donner, c'est le jeudi 6 juin. Le collectif Arles pour la Palestine participe à la réception de Mathieu Rigouste. C'est avec la projection de son film « C'est un seul héros, le peuple ». Ça parle des révoltes populaires algériennes de 1960 face à l'État colonial et ça sera suivi, bien évidemment, de discussions. Alors pour finir, avant de laisser la parole,
au nom du collectif, je laisse le dernier mot à un Palestinien. Donc c'est le témoignage d'un travailleur gazaoui détenu et torturé en Israël. C'est de Rami Abou Jamous, fondateur de Gaza Press, un bureau qui fournissait aide et traduction aux journalistes occidentaux. Alors il a dû quitter son appartement de la ville de Gaza avec sa femme et son fils Walid, 2 ans et demi. Et il partage maintenant un appartement de 2 chambres avec une autre famille. Il raconte son quotidien et celui des Gazaouis de Rafah coincés dans cette enclave. Et il donne le témoignage d'un Palestinien qu'on appellera Mohamed parce qu'il ne veut pas divulguer son nom. Ce témoignage, il est sorti mardi 9 avril et vous le trouvez sur le site de la FPS. Ce mardi matin, il y avait une nouvelle tête parmi les voisins, un jeune homme d'une 30aine d'années. Il venait d'être libéré par les Israéliens. Il fait partie des quelques 16 000 Gazaouis qui étaient autorisés à travailler en Israël avant les événements du 7 octobre. Il m'a raconté son histoire. Quand il parlait, il s'arrêtait parfois pendant quelques secondes, les larmes aux yeux. Quand j'ai regardé ses mains, il avait au poignet des cicatrices qui saignaient. Il m'a dit qu'il serrait leurs menottes en plastique jusqu'à ce que le sang coule. Il avait les mêmes cicatrices aux chevilles. Mohamed veut que l'on écoute son histoire. La voici dans ses propres mots. Je travaillais en Israël, à Acre, depuis septembre 2022, dans une société qui fabrique des poteaux d'électricité. Je touchais environ 87 €, 350 shekels, par jour. Je restais en Israël pendant 6 mois, qui est la durée de mon permis de travail. Puis je rentrais passer quelques jours à Gaza. Entre-temps, mon permis était renouvelé et je repartais. Je préférais ne pas faire beaucoup d'allers-retours pour économiser le plus possible et parce que les Israéliens risquaient à chaque retour de ne pas renouveler mon permis. Je suis revenue en Israël le 5 octobre. Le 7, le patron israélien nous a dit à moi et à d'autres collègues originaires de Gaza qu'il fallait cesser le travail. Il a appelé l'intermédiaire qui nous a emmenés à Ramallah. On y est resté 3 semaines. Ensuite, des hommes de la sécurité préventive palestinienne sont venus nous chercher. Ils ne voulaient pas qu'on reste et ils ont dit qu'ils allaient nous amener à Jéricho. On ne voulait pas y aller parce qu'on craignait d'être capturés par l'armée israélienne. On a donc pris la fuite. On savait à ce moment-là que les Israéliens recherchaient tous les Gazaouis présents en Cisjordanie. Les gens avaient peur de nous aider. Je suis finalement allée chez un ami de la famille. J'y suis restée presque 4 mois. Il me cachait avec 2 autres ouvriers de Gaza dans le garage d'un immeuble. Mais nous avons été trahis, sans doute par un collabo palestinien. Tout à coup, on a entendu beaucoup de moteurs de voitures et parler hébreu. On a compris qu'ils étaient venus pour nous. Les militaires israéliens ont cassé la porte et nous ont trouvés. Tout de suite, des coups de pied, de poing, de crosses de fusil M16 ont commencé à pleuvoir sur nous. Puis nous ont ordonné de nous déshabiller entièrement. Ils ont recommencé à nous frapper sur tout le corps. J'avais peur pour mes 2 compagnons qui avaient plus de 60 ans. Je ne parle pas bien hébreu. Alors je leur disais en arabe, « Mais qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous me frappez de cette façon ?» La seule réponse était « Tais-toi, tais-toi, ne bouge pas ». Ensuite, ils nous ont bandé les yeux. Ils nous ont attaché les mains et les pieds avec des menottes en plastique. Elles étaient tellement serrées que j'avais l'impression que mes mains et mes pieds allaient se détacher de mon corps. Ils nous ont ensuite traînés par terre comme des moutons. Ils nous ont jetés dans un bus ou une jeep. Et là, pareil, ils nous ont frappés partout. Je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus respirer. J'avais l'impression que j'allais mourir. Je ne sais pas où ils nous ont emmenés. On avait juste nos caleçons. Ils nous ont mis dans une sorte de cabane et enlevé les menottes et le bandeau sur les yeux. Un homme m'a dit en arabe « Déshabille-toi ». Il n'y avait plus rien à enlever que mon caleçon. Il m'a dit de baisser mon caleçon et de me retourner. Il m'a filmé par derrière. Je criais « Mais qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu fais ça ? Tu veux me tuer ? Vas-y ». Il m'a dit « Non, non, je ne veux pas te tuer. Je veux t'humilier et que tu t'en souviennes pour le reste de ta vie. N'oublie pas ces moments-là ». Quelques temps plus tard, on nous a montés à bord d'un bus. Il s'est arrêté plusieurs fois et à chaque arrêt, il nous faisait descendre dans un endroit différent où on nous tabassait. Tout cela a duré une journée entière. À l'arrêt final, on nous a forcés à nous mettre à genoux sur du gravier. Le gravier entrait dans nos genoux et nos pieds comme des couteaux. À ce même endroit, on a entendu des gens crier, surtout des femmes. « Arrêtez, ne me retirez pas les ongles. Arrêtez pas mes cheveux. » On entendait des gens subir la torture 24 heures sur 24. Voilà, je vais m'arrêter là avec ce témoignage. Merci. Merci beaucoup Myriam pour ce témoignage d'un Palestinien. Donc nous allons donner la parole à Thierry Louchon qui représente le collectif Palestine Vertigues. Si vous voulez rajouter ou parler de BDS. Je
Je pense que je du BDS, c'est ça. Donc, en ce moment, c'est une des formes d'action qui s'est beaucoup développée. Alors, je vais un peu expliquer. BDS, ça veut dire boycott des investissements sanctions. C'est un mouvement qui a été créé en 2005 en Palestine par 170 organisations ONG palestiniennes. Et qui entend mener la lutte de cette manière, à la fois non violente pour les droits des Palestiniens. Je vais essayer d'expliquer donc qu'est-ce que ça veut dire BDS. D'abord, donc B c'est boycott, D c'est désinvestissement et S c'est sanctions. Ce mouvement, il a été repris en France en 2009. C'est créé la campagne BDS France. L'idée, c'est que on essaye de ne pas avoir une pratique néocoloniale qui consisterait à décider à la place des Palestiniens qu'est-ce qu'on doit boycotter et comment on doit les soutenir. C'est la coordination palestinienne du boycott, qui s'appelle le BNC, qui fixe les cibles et au niveau mondial, et donc en particulier en France, on applique les décisions de la direction palestinienne du boycott. Alors, par exemple, il y a plusieurs éléments dans le boycott. Ce qu'on voit en premier, c'est le boycott économique, mais il n'y a pas que le boycott économique, il y a aussi le boycott culturel, le boycott sportif, le boycott académique, etc. En ce qui concerne le boycott économique, celui dont on parle le plus souvent, qu'on voit en premier, donc qui consiste à boycotter, à ne pas acheter des produits israéliens ou des produits fabriqués par des entreprises qui travaillent en collaboration avec la colonisation israélienne. Donc les Palestiniens, le BNC palestinien détermine quelles sont les cibles sur lesquelles on va se battre. Ils ont comme principe d'abord qu'il faut que ce soit des entreprises israéliennes qui participent directement à la colonisation, ou bien des entreprises étrangères qui collaborent étroitement et qui finalement financent, aident, soutiennent la colonisation. Il faut que ces entreprises soient clairement identifiées. Il faut que aussi concentrer les coûts sur ces entreprises-là et se fixer des objectifs qui soient réalisables. C'est-à-dire qu'on arrive à faire reculer ces entreprises-là. Il y a eu comme ça, peut-être vous savez, des victoires importantes dans les années passées, puisque des entreprises comme Orange, par exemple, ont été obligées de se retirer d'Israël devant le boycott international. Alors pas que le boycott en France, mais aussi le boycott dans les pays arabes autour de la Palestine, notamment en Égypte, mais aussi grâce à la lutte interne des syndicats dans Orange. Et donc ça aboutit à cette victoire importante du retrait d'Orange d'Israël. Il y a eu par exemple aussi Veolia qui fournissait des systèmes d'assainissement d'un certain nombre de villes israéliennes, qui a été également obligé de se retirer. Voilà, il y a plein d'exemples d'entreprises très importantes qui ont été obligées de tenir compte de la campagne boycott et de se retirer. Je dirais que la dernière en date, ça date d'une semaine peut-être, c'est Samsung Next, qui est une entreprise de haute technologie qui avait des collaborations avec beaucoup de startups israéliennes, et qui a annoncé donc il y a une semaine qu'elle se retirait entièrement d'Israël sous la pression du boycott.
Alors, le boycott, c'est quelque chose que, le boycott économique, c'est aussi quelque chose que vous connaissez certainement pas mal. C'est boycotter les produits agricoles, les fruits et légumes israéliens, qui sont quasiment tout le temps produits dans des colonies qui sont établies sur des terres qui ont été prises aux Palestiniens. Et donc, on évite, on appelle à ne pas acheter de produits agricoles israéliens. Bon, il faut quelquefois... J'entends... Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, d'accord. Ah, ok. Ok, alors je vais accélérer. Voilà, donc c'est quelquefois un peu compliqué parce que maintenant les grandes surfaces, par exemple, n'indiquent pas forcément clairement les origines des produits ou méthodes qui sont illégales d'ailleurs, mais bon, bref, voilà. Donc, à part le boycott économique, je vais passer rapidement sur le boycott culturel. On ne va pas voir les films israéliens ou les pièces ou les troupes de danse, etc., qui sont financés par les organismes officiels israéliens et dont le but est de blanchir la politique israélienne et de faire apparaître la société israélienne comme une société normale, tout à fait bien. Donc voilà, sur le boycott culturel. Alors ce qui est vraiment important en ce moment, en plus, c'est le boycott sportif. Vous savez que Israël utilise également le sport pour essayer de blanchir sa politique d'apartheid, faire oublier tout ça. Israël a une équipe cycliste qui participe au Tour de France. Et puis, bien sûr, elle va participer aux Jeux Olympiques cet été. Donc, il y a une campagne qui se développe à l'heure actuelle là-dessus. Ça me paraît une cible très, très importante à l'heure actuelle. Vous savez certainement que suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il a été décidé par le CIO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, de boycotter la Russie, c'est-à-dire en fait que les athlètes russes participeront aux JO sans drapeau russe et sans hymne national, de manière neutre. Donc la campagne qui commence à se développer, qui va se développer là-dessus, c'est demander qu'au moins les mêmes sanctions soient prises par rapport à Israël suite à ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre en quelques minutes? On pourra poser des questions, Thierry, au moins que Adjil peut passer, et ensuite on pourra laisser au public vous poser des questions. Si vous voulez. Oui, voilà. Sur les sanctions, je rejoins ce que disait Pierre tout à l'heure. Les sanctions par rapport à l'État d'Israël, c'est ce qui va éventuellement le faire reculer. Et il y a notamment un accord économique entre l'Union européenne et Israël. La sanction sur laquelle on peut se battre, ce qu'on peut demander, c'est que cet accord soit rompu, ne soit pas renouvelé entre l'Union européenne et Israël. Voilà. À tout le moins ça. Je signalerai aussi qu'il y a un certain nombre de pays qui ont rompu leur relation diplomatique avec Israël ces derniers mois, et que c'est aussi une forme de sanction. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup. On va passer la parole à Adi, qui représente le collectif Palestine de Istres. Donc on te laisse la parole. Je ne sais pas si j'ai un temps... Ok, ça va. Alors, déjà, bonsoir à tous. Salam alaikum à tout le monde. Déjà, je remercie les personnes qui nous ont reçus aujourd'hui.
J'ai cru comprendre que c'était le début d'un collectif sur Marignane et peut-être les alentours. Je remercie aussi tous les gens qui ont pris la parole avant moi. Et je vais essayer d'être rapide. Moi, je me présente déjà. Je m'appelle Adil Fajri. J'habite à Istres. J'habite un quartier. Je suis plutôt un militant qui émane de tout ce qui est quartier populaire et immigration. C'est un peu ma construction politique. Bien sûr, j'ai navigué dans les syndicats, dans les partis politiques pour y voir un peu plus clair. J'en ai fait le tour, j'en suis ressorti et je milite toujours aussi activement en termes associatifs et en termes politiques. Je suis sur la question palestinienne. Alors, je vais vous dire mon âge, j'ai 50 ans et depuis 17 ans, j'ai une écharpe autour du cou. Et j'ai appris petit à petit comme ça à découvrir la question palestinienne comme tous les jeunes qui avaient 17 ans à cette époque-là. Et donc voilà. Aujourd'hui, il existe concrètement plusieurs collectifs sur Marseille. Il existe des collectifs à Salon, il existe des collectifs à Martigues, il existe des collectifs à Arles, il existe des collectifs un peu partout. Et donc nous, on souhaite que ça. La question palestinienne, c'est la question la plus compliquée, la plus difficile quand on se jette là-dedans. Et c'est aussi une question sur laquelle c'est l'injustice, c'est celle qui symbolise le plus d'injustice dans le monde. Bien sûr, il y a des génocides partout. Bien sûr, il y a des génocides dans un autre pays, c'est pas qu'on ne veut pas les voir. Mais on sait très bien que cette injustice-là, elle se caractérise par par le sionisme qui vient s'adosser à cette injustice-là et qu'on sait qu'il faut la combattre. Et moi, je dis honnêtement, le jour où on finira avec cette injustice-là, le monde sera un peu plus en paix. Et fondamentalement en paix, parce que c'est pas possible de voir plus de 100 ans cette injustice-là autour de nos yeux. J'avais dit que j'allais commencer par une grande phrase qui est dans un livre. Moi, je vous ai pas dit, je suis musulman. Et je parle aussi en tant que militant, je suis un enfant d'ouvrier, mon père est ouvrier, ma mère a contribué à l'évolution de notre famille. On peut dire aussi qu'elle a été ouvrière à la maison et qu'elle a beaucoup travaillé et qu'elle travaille encore beaucoup. Et je commencerai par une citation d'un grand livre qui est « L'état d'un peuple ne changera pas tant que ce peuple ne changera pas lui-même ». Moi, j'en veux pas à mes adversaires. Personnellement, moi j'ai un parcours sportif où mes adversaires, j'ai tendance à les respecter, même quand je les aime pas, parce que c'est mes adversaires. Moi, je trouve que sur la question palestinienne, en France, nos partenaires, les gens qui doivent être avec nous sur la question palestinienne, aujourd'hui, on est une vingtaine à Marignane, c'est pas normal. Aujourd'hui, dans les manifs à Marseille, on est 2000, c'est pas normal. Aujourd'hui, dans les rassemblements à Istres, à Salon, on est une centaine, c'est pas normal. Il manque des gens à l'appel. Il manque des gens qui se disent, qui se revendiquent des droits de l'homme, qui se revendiquent des droits de l'enfant, qui se revendiquent humanistes, qui se revendiquent spirituels, qui se revendiquent d'une religion et qui sont pas au rendez-vous. Et on se doit de le dire dans nos propres camps. Dans notre propre camp. Je vais terminer, on posera des questions à la fin. Et dans notre propre camp. Et ça, c'est pas normal. Donc l'idée pour moi, c'est aussi quand on milite collectivement comme on le fait aujourd'hui, qu'on le milite aussi individuellement. Moi, je milite aussi que pour ma poire. Je milite pour ma dignité. Je milite pour dire que non, je refuse ce qui se passe. Personnellement, demain je suis plus là, ben moi j'aurais milité personnellement pour dire non, je refuse ce qui se passe. Et j'ai pas à avoir peur. Pourtant, j'ai une famille, j'ai des responsabilités, j'ai un travail, je vais pas vous dire je suis fonctionnaire, je prends des risques tous les jours personnellement, mais tout le monde prend des risques tous les jours, tout le monde. Mais on se doit de militer sur cette question-là. Il y a la question de l'autocensure. Beaucoup de militants, on parle avec eux, ils pensent qu'ils ont affaire à quelque chose qui va les bousiller. C'est pas vrai, c'est dans leur tête qu'ils ont peur. C'est là-dedans qu'ils ont peur. Parce qu'on est dans un pays de droit où c'est vrai, il n'est pas tout le temps respecté, mais on a cette liberté collectivement
individuellement, on a des avocats qui sont proches de nous, et si on milite, en respectant le droit, on peut militer sur la cause palestinienne librement, et arrêtons d'avoir peur, comme on nous le fait penser, ou quand je passe toute la soirée à regarder des vidéos, c'est sûr que si je regarde des vidéos à 3 heures du matin, c'est sûr que je peux plus ou moins avoir peur. J'ai dit que j'émanais de tout ce qui était quartier populaire et immigration. J'ai dit qu'on n'était pas assez nombreux et on va dénoncer ceux qui, depuis des années, nous ont anesthésiés dans les quartiers. Moi, c'est sous cet angle-là que je parle. Les centres sociaux qui sont là pour faire l'éducation populaire de nos enfants, quand c'est les tremblements de terre, quand il faut agir pour l'Ukraine, pour accueillir les Ukrainiens, et j'ai rien contre le peuple ukrainien. Je ne m'inscris pas contre le peuple ukrainien, et Dieu sait qu'ils ont besoin de nous, et il faudra qu'on les aide. Je parle du peuple ukrainien. Mais où ils sont les centres sociaux? Là, on est à plus de 33 000 morts, plus de 15 000 enfants. Où sont les centres sociaux pour l'éducation populaire de nos enfants? On ne les entend pas. Rien du tout. L'union des centres sociaux, de tous les centres sociaux, et c'est eux qui sont dans nos quartiers. Pourquoi vous dites rien? Pourquoi vous êtes là à géométrie variable, avec une vision géométrie variable, quand il s'agit de la question palestinienne? Les mosquées. Parce qu'il faut parler aussi des mosquées. On sort d'un mois de Ramadan. On sort de 6 mois où il y a eu plus de 33 000 morts, 14 000 enfants. Prenons l'angle que des enfants. On n'entend pas. Alors on n'entend pas, c'est pas vrai. Il y a très peu d'imams qui en parlent. Très peu. Mais en tout cas, le réseau de tous les mosquées consulaires qui représentent 2500 mosquées en France, ni dans les vendredis, parce que tous les vendredis, il y a un rassemblement des mosquées, c'est comme ça, on appelle ça Jumu'ah, on n'entend rien. On nous dit qu'il faut se brosser les dents avec la main droite. Mais ça, on le sait, nous. On n'a pas besoin d'entendre ça. Où ils sont pendant un mois, quand on a pendant le mois du Ramadan, où on doit faire des invocations. On ne les entend pas. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans ces mosquées, discuter avec les responsables calmement, poliment, et leur dire ça ne va pas. Et ça, c'est des outils d'anesthésie pour notre population qui n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Et tout le monde payera le prix. Tout le monde prendra ses responsabilités. Je termine avec une région où on aime bien le football, l'Olympique de Marseille, les supporters de l'Olympique de Marseille qui se disent antifascistes, antiracistes, qui se disent indépendants, Che Guevara, parce qu'ils ont de l'influence sur notre jeunesse, ils ont de l'influence sur la population. Je n'ai pas vu un tifo, un message depuis 6 mois de la part des supporters de l'OM. Et moi, j'en suis un de supporters de l'OM. Et c'est une honte de leur part. Voilà, je le dis clairement. Donc, c'est clairement. Si j'ai beaucoup de temps, la répression d'État, oui. Je termine juste sur ça. La répression d'État, oui. Mais qu'on arrête d'être colonisé dans notre tête. J'ai dit que j'allais finir sur une citation. Je remercie les camarades juifs qui sont présents sur la table. Je mets une alerte juste sur un phénomène de l'antisémitisme. Les gens, ils ne comprennent pas des fois d'avoir un combat contre l'antisémitisme. Moi, je veux rappeler que les premiers antisémites sont les sionistes. C'est les sionistes qui développent l'antisémitisme dans le monde entier, pour favoriser la alia. La alia, c'est les juifs qui sont comme nous, dans la même condition sociale que nous, pour qu'ils puissent retourner en Israël. Et où ils retournent en Israël? Ils retournent dans des terres colonisées, dans des bâtiments qu'on a construits qui sont vides pour pouvoir les faire retourner. Et donc, il faut combattre l'antisémitisme pour ne pas permettre ça, pour que nos concitoyens juifs qui sont avec nous puissent rester mener le combat avec nous. C'est super important, cette question-là. J'ai dit que j'allais finir par une citation qui est aussi dans un grand livre. Si la fin du monde est demain et qu'on peut planter un arbre, il faut planter un arbre, même si la fin du monde est demain. Donc ça veut dire que cet espoir de militer sur la cause palestinienne et sur l'injustice en général,
Il faut le faire pour notre dignité, il faut le faire pour la justice. Et je terminerai juste sur ça. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci Adjil. Alors, en résumé, donc, nous avons eu des interventions de qualité. Donc, si je peux résumer leur intervention, donc nous avons quand même M. Pierre Stambul qui vous donne les outils, qui vous explique d'où est partie en fait la guerre en Palestine et pourquoi on en est arrivé à se poser la question de génocide. Il vous apporte des réponses par rapport à ce qu'il entend, ce qu'il voit, des connexions qu'il a avec les personnes, de ses livres, de toutes ces réflexions qu'il a faites là-dessus. Donc, qu'il ne faut pas trop non plus écouter la télé, si on peut traduire tout en gros, le discours. Nous avons M. Lazare Groen qui vous explique aussi justement de nous faire notre propre information et ne pas tomber dans la dérive de la doctrine des médias, justement, et de la propagande. Nous avons quand même, avis de Tzedek qui explique justement, lors de sa vision à elle, en tant que personne, femme, juive, de confession, voilà, et d'origine aussi, Israël ? Non ? Tes origines aussi, voilà, où elle explique justement qu'elle est contre le sionisme et pourquoi elle est avec la Palestine. Elle explique aussi voilà, qu'elle est contre la guerre et elle dénonce très bien, en fait, elle a fait un bon relatif de Tzedek, en fait. Et il y a Myriam, surtout, voilà, qui témoigne de ce qui se passe en Palestine, qui est très touchée, qui explique pourquoi le collectif est né, notamment Martigues, Istres et Arles, qu'il ne faut pas avoir peur, où elle met les droits aussi de tout à chacun, qu'on peut parler, qu'on peut s'exprimer, qu'il ne faut pas avoir peur et ne pas rentrer dans cette doctrine. Nous avons Thierry Louchon qui nous parle bien du boycott via BDS, donc ça résume beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin d'épiloguer parce que je crois que BDS, tout le monde connaît, tout le monde boycotte, même si c'est fluctuant, mais c'est bien de nous avoir expliqué aussi, notamment au niveau du sport avec les Jeux Olympiques qui arrivent, et de nous faire comprendre aussi ces inégalités, même si on le sait, c'est bien de rappeler pour beaucoup de personnes qui l'oublient surtout. Et Adi qui est très, voilà, qui a le feu de la flamme olympique, et c'est très bien parce que ça réveille justement les gens, et de faire comprendre aussi que même si on est peu, ben, on peut propager aussi. Certes, c'est vrai que pour une ville de 35 000 habitants, être que 20 personnes, c'est un peu représentatif justement parce qu'on est aussi victime, on est comme les Palestiniens, parce que ce qu'on subit ici à petite échelle, c'est pour ça qu'on dit qu'on est Palestiniens, c'est de nous faire taire, de nous déshumaniser, de nous enlever la liberté de penser, de nous faire croire que se taire, c'est de la sagesse, alors qu'en fait, se taire, c'est mourir à petit feu. Parce que ne pas dénoncer ce qui se passe, ça peut nous arriver à tous, et ça nous arrive déjà, mais on n'en a pas conscience. À partir du moment où on nous enlève notre liberté de penser, à partir du moment où on nous enlève notre liberté de s'exprimer, ben c'est qu'on est à moitié mort. Et ça, vous le vivez tous. Peu importe la religion, les origines ou votre existence, en fait, d'où vous venez, c'est que vous le vivez tous actuellement. Puisque la preuve, vous n'osez pas parler contre des politiques. Dès que des politiques vous disent de vous taire, vous avez peur de perdre ou votre maison, ou votre CAF, ou qu'on s'en prenne à vos enfants, ou à votre travail, ou à votre vie. Donc, en fin de compte, on est tous Palestine. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment il s'appelle ? Adil ? Adil, bonsoir. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de colère dans ton discours. Je rejoins un peu ta colère. Mais seulement, il y a très peu d'organisation pour ce genre d'événement. Quand tu parles de personnes qui se rejoignent pour manifester, il y a peu d'organisation. Peu de gens savent qu'il y a des manifestations disponibles et qui sont organisées. Donc peut-être qu'il faudrait organiser mieux pour que plus de personnes soient touchées et plus de personnes puissent venir aux manifestations. Être rapide, très sincèrement, moi, je milite 30 ans à Istres, que de ce que je connais. Je ne vais pas généraliser. Sincèrement, les gens savent. Il y a des réseaux, on affiche, il y a de la communication, les journaux, les médias, les radios. Les gens savent. Il y a un manque de... Moi, je ne sais pas comment l'expliquer parce que je ne suis pas sociologue. Il y a un manque de courage, il y a de l'autocensure, j'en ai parlé. Ce n'est pas l'information qui manque. Les gens se cachent des fois sur son engagement, vont se cacher dans des
dans des formes de solidarité, mais à un moment donné où ils vont être derrière un écran, il y a ça, il y a des gens qui pensent que derrière ça, on milite. Mais ça, c'est une connerie pour communiquer, c'est rien d'autre. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'ils militent parce qu'ils ont posté tel truc. Mais si on n'a pas de la présence de terrain, notamment pour le rapport de force politique, il n'y a rien d'autre. Mais sincèrement, il y a beaucoup de lâcheté. Moi, je le dis clairement, il y a beaucoup de lâcheté de la part du citoyen. Oui. Je voudrais aussi répondre là-dessus. Il y a incontestablement en France une islamophobie galopante. Je me permets en tant que juif de dire que ce qu'on dit des musulmans aujourd'hui, c'est ce qu'on disait de nous les juifs dans les années 30. Et il est certain que après le 7 octobre, la criminalisation du soutien à la Palestine telle qu'elle a été impulsée par M. Darmanin, le fait que les hautes autorités françaises, président du Sénat, présidente de la Chambre, avec le député des colons, Habib Meyer, soient partis en Israël, le fait que M. Macron ait dit qu'il a engagé l'armée française contre le Hamas, tout ça, ça a fait peur. Pendant une quinzaine de jours, il a régulièrement fallu aller en tribunal administratif pour avoir nos manifestations enfin autorisées. Alors, je ne vais pas parodier des pacifistes célèbres ou des papes en disant « n'ayez plus peur ». Mais voilà, aujourd'hui, on a quand même gagné la plupart des procès qui interdisaient les manifestations. Chaque fois qu'on a des militants qui sont accusés d'apologie du terrorisme parce qu'ils ne reprennent pas la parole officielle sur le 7 octobre, on les défend. Voilà, il faut se battre. Je veux dire qu'il y a une distorsion énorme en France entre ce que pensent nos représentants politiques pour la plupart, dans leur majorité, qui sont à fond pour l'occupant israélien, et ce que pense la population bien au-delà des musulmans ou des arabes. Je dis, les derniers sondages montrent assez clairement que l'opinion publique en France, elle est plutôt majoritairement avec les droits du peuple palestinien. Donc on a une responsabilité d'aller dans la rue et de traduire le rapport de force établi par l'opinion publique pour qu'il puisse se traduire dans un rapport de force politique. Donc, je le répète, une partie de cette guerre, elle se joue ici. Et donc, je suis d'accord avec Adil, le nombre qu'on est dans les manifs, c'est très insuffisant. On doit faire beaucoup mieux. Aux États-Unis, ils ont fait des manifestations avec des centaines de milliers de personnes. Notre association Juive Sœurs aux États-Unis, ils ont occupé la Statue de la Liberté, ils ont occupé la gare centrale de New York au cri de Juifs contre le génocide. Donc on peut faire beaucoup mieux tous et toutes ensemble. Il ne faut pas qu'on ait peur. Je voulais juste intervenir sur ce point et sur le sujet de la peur pour préciser, parce que je pense qu'on n'insiste pas assez là-dessus, le rôle des médias est déterminant. C'est eux qui vont polariser le sujet et qui vont vous dire que si vous allez dans cette direction, c'est dangereux pour vous. Même s'ils ne le disent pas, vous aurez droit à des images qui vont vous montrer des gens qui ont manifesté, qui se sont fait casser la figure. Donc vous avez une configuration qui est structurée autour de volontés puissantes, qui appuie sur des dispositifs médiatiques en particulier, pour démotiver la population. Donc je pense, d'ailleurs je l'ai suggéré à une personne présente dans la salle, je pense que ce qui va être important, c'est de reprendre le contrôle de la communication. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a Internet, on a tous des caméras sur nos téléphones, donc on peut très bien, petit à petit, en s'organisant, reprendre le contrôle de l'information, reprendre la main sur l'information et donc reprendre aussi un peu en partie notre liberté de penser. Voilà. Je voulais juste préciser ça concernant le rôle des médias dans l'échec des manifestations. Je disais tout à l'heure, c'est la communication qui manque, mais pas le fait d'informer les gens. La communication positive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, y aller, ce n'est pas bankable. Il ne faut pas y aller. Tu vas te faire remarquer, tu vas avoir des problèmes, tu vas être fiché. C'est sur ce sujet-là, je pense qu'il faut travailler en termes de médiatisation. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, nous tenons à vous informer aussi d'une date. Donc, oui. Pardon. Bonjour à tous et merci d'organiser ces réunions. Je voulais rebondir sur l'ami ou le frère. Je comprends ta colère, mais il ne faut pas perdre espoir parce qu'il y a énormément de choses qui changent.
On le voit, voilà, échange. Même dans les arcades du pouvoir, il y a énormément de choses qui changent. Il y a beaucoup d'élus qui ont signé un manifeste pour soutenir le peuple palestinien. Beaucoup d'élus ont subi ce qu'on peut appeler des pressions pour ne pas signer cela. Mais aujourd'hui, beaucoup s'en émancipent. Et ceux qui restaient dans la zone grise du non-dit ou de ce qu'on n'a pas vu, doucement, doucement sortent de cela. Je parle des élus de Marseille et reconnaître, même si je ne suis pas dans leur mouvement, le groupe de la LFI. Donc, ce que je peux dire là aujourd'hui, et tu as tout à fait raison, et je te rejoins, même si certains propos peuvent être mal interprétés, mais sur tout, pas sur l'essentiel, sur tout ce que tu as dit, je te rejoins. Voilà. Mais voilà, moi, ce que je peux dire, gardons espoir. Je le vis dans les arcades d'une municipalité qui est celle de Marseille. Il y a des tabous qui sont tombés, il y a des choses qui sont dites et qui ne sont plus mal interprétées. Le mouvement qu'on ressent se ramifie de partout. Voilà, gardons espoir et du moment qu'on porte une parole de vérité qui n'est pas mauvaise ni agressive vers qui que ce soit, je crois qu'on est légitime à le dire et je te remercie pour ce que tu as dit et pour tous les intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, pardon. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, on pourra partager avec vous un pot d'amitié, et quelques pizzas et chips. Comme ça, vous avez soif et vous buvez. Alors, juste une date à vous rappeler. Samedi, nous avons la chance que Madame Rima Hassan sera au Parc Amoin samedi de 15h à 17h30 pour faire un porte-à-porte géant pour LFI. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Rima Hassan est une franco-palestinienne qui se présente pour la députation européenne avec le groupe LFI. Et donc, du coup, il faut savoir qu'elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens. Et c'est une première aussi qu'une franco-palestinienne se retrouve dans une députation européenne. Mais, elle est juriste internationale. Et au Parc Amoin, oui, donc on va l'accueillir. Donc, elle vient de Paris et elle fait un peu le tour de France. Et oui. Juste une information. Donc, on a des t-shirts et des dates et de l'huile de Palestine sur la table. Ah voilà, j'avais peur qu'on oublie. Non. Ensuite, sur Istres, le 27 avril, on organise une formation militante. C'est pas public, c'est privé. Donc rapprochez-vous du collectif de Marignane. Sonia, Sabrina, Myriam. Voilà, si vous voulez venir, c'est une formation militante. Chance d'avoir Pierre Stamboul et ça se basera sur vos questions. C'est pas un sujet qu'on impose, ça sera les questions des militants. Voilà, vous êtes les bienvenus à Istres. Merci beaucoup. Donc pour samedi, pour les Marignanais, nous donnons rendez-vous au Parc Amoin à 15h pour bien accueillir Rima et en même temps la soutenir dans sa cause. Et ensuite, sachez que de cette initiative, même si on est peu, avec Sabrina Ben Mouloud et les parents, les mamans qui sont là, donc nous avons Mariama, nous avons Zulika, d'autres qui ont dû partir, Akima, Daniel, Christophe qui nous reçoit quand même dans ses locaux, donc au Cercle de la Renaissance. Nous avons aussi Philippe. Donc, toutes ces personnes investies, nous avons aussi Amida, Michel. Nous remercions vraiment tout le monde. Nous remercions les invités aussi. Donc, mettre ces mamans et ces hommes, ces femmes à l'honneur. Parce qu'à Marignane, il faut comprendre que les mamans sont beaucoup actives. Et donc, on recherche des Marignanais pour rejoindre la team Philippe et Christophe qui nous supportent. Donc, être avec nous, c'est être avec vous. Et être avec vous, c'est être avec vos enfants aussi. Donc, il faut être là. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Sabrina là, à la fin de ce discours, on va dire. Et donc, est né un collectif à Marignane qui s'appelle pas Collectif Palestine parce qu'on est à Marignane. Il faut savoir que ici, c'est une ville qui est plutôt à tendance RN. Donc, afin de ne pas aller dans le sens et de donner de la force au RN, donc ça s'appelle Collectif pour la paix en Palestine sur Marignane. On est obligé de préciser pour la paix pour éviter qu'il nous divise encore. Il ne faut pas avoir peur de rejoindre ce collectif parce que rejoindre ce collectif, c'est aussi rejoindre la liberté. Donc, faites passer le message. Et on remercie toutes les personnes qui ont aidé et on vous remercie tous aussi d'être là. Merci beaucoup. Merci aux intervenants et merci à tous. Voilà, bonne soirée.